stade faire. Alors, de temps en temps, soit en virtuel ou en présentiel, inscrivez-vous à des choses qui vous intéressent, peut-être pas 10 par semaine, mais choisissez-en 2 ou 3 par semaine et allez voir les personnes qui participent à ces événements-là et trouvez-vous des moyens d'aller connecter avec eux. Bon, là, je vais juste faire une parenthèse sur connecter. Pour moi, connecter, c'est pas j'écris à quelqu'un que j'ai vu dans un événement présentiel et j'ai dit je suis à la recherche d'emploi, as-tu quelque chose pour moi? Pour moi, connecter, c'est vraiment s'intéresser à l'autre, aller à la découverte de ce que l'autre fait comme métier et appliquer la curiosité comme pas d'entrée vers cette relation-là. Je crois que ça, c'est une façon plus souple. Après ça, si dans un deuxième temps ou troisième temps, vous voulez faire suivre votre CV ou vous voulez démontrer votre intérêt pour le milieu ou l'environnement dans lequel travaille ce professionnel-là, il n'y a pas de mal à faire ça. Mais il faut vraiment, moi, ce qui m'a servi beaucoup, c'est le réseautage. Il faut trouver l'opportunité et il faut signaler qu'on est ouvert à l'emploi comme premier pas. Puis pour enchérir sur ce qu'Angela a dit, Mariama aussi, puis Maude, mais Suzy aussi, tout part de soi. Puis je pense que moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis je pourrais raconter rapidement mon parcours, je n'ai pas étudié en communication. Par contre, je me suis ramassée dans la soupe du journalisme en 2009 jusqu'en 2016 comme journaliste à TVA. Ensuite, j'ai été entrepreneur pendant 4 ans de 2016 jusqu'à 2020 et maintenant, je suis à temps plein à Radio-Canada. Donc, je ne suis pas entrepreneur comme ça a été mentionné au début. Donc, je suis vraiment employée à temps plein à Radio-Canada. Et moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est ma vision et mon alignement. Ce que ça signifie, c'est que quand j'étais plus jeune, donc début trentaine, quand j'ai commencé à TVA, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je m'impliquais un petit peu partout pour essayer de découvrir quelles étaient mes habiletés, quels étaient mes talents, quelles étaient mes forces et quels étaient les éléments que j'avais à améliorer pour pouvoir me rendre où est-ce que je veux me rendre. Ceci étant dit, au fur et à mesure que je me suis mise à avancer, j'ai développé des atouts particuliers. Et maintenant, je sais que lorsque j'arrive à un endroit, je sais exactement qu'est-ce que je vends et qu'est-ce que j'apporte autour de la table. Donc, est-ce que vous savez, Madame D'Angelo, je suis certaine que si je lui demande, elle sait exactement ce qu'elle apporte autour de la table quand elle arrive dans des décisions au niveau de postes décisionnels, etc., etc. Et ça part par la vision. Mais développer cette vision-là, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend surtout de la constance, ça prend de la persévérance. Et l'alignement, ce que ça signifie, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas toutes les opportunités qui sont bonnes pour vous. Vous allez apprendre à dire non à certaines opportunités parce qu'elles vous éloignent d'où vous voulez aller. Donc, pendant mon mandat d'entrepreneur, les gens qui me nommaient savaient qui j'étais. J'étais animatrice, modératrice de panel. On savait exactement quelles étaient les thématiques sur lesquelles je travaillais. Donc, quand on venait à me référer, le but, c'est de développer on appelle du branding, mais j'aime pas trop le terme branding, mais c'est une réputation qui fait qu'on dit, ben voilà, si tu prends Dorothy, si tu travailles avec Dorothy, voici ce qui va arriver, voici les résultats que tu risques d'obtenir parce que cette réputation-là, elle est connue pour ça. Donc, arrivez-vous à ce que les gens sont capables de vous vendre sans que vous soyez dans la pièce? C'est un peu vers ça que vous devez essayer de viser. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, je vous dirais. Donc, la vision, l'alignement, puis l'art de se renouveler aussi pour pouvoir toujours rebondir lorsqu'on tombe, lorsque ça fait mal, on pleure un petit peu, on se relève et on continue. Merci beaucoup à toutes. Alors justement, comment voyez-vous aujourd'hui la présence des femmes dans des postes décisionnels et où, sur leur représentation dans des conseils d'administration? Encore, il me semble, Angela, là, vous seriez bonne pour partir là-dessus, sinon je vais y aller, là, mais... Allez-y, Suzy, je vous donne la place. Je pense que sur un conseil d'administration, par exemple, là, il faut vraiment s'assurer qu'un conseil d'administration, puis je sais qu'on a beaucoup de travail encore à faire, là, puis on le sait, aujourd'hui, on est le 8 mars, là, puis on se dit, ah oui, on a fait des avancées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que les conseils d'administration doivent être paritaires, doivent être diversifiés. On a besoin du monde de tous horizons, là, vraiment autour de la table, parce que c'est là, en ayant des échanges riches de monde qui viennent de différents milieux, c'est là qu'on réussit à vraiment couvrir
une meilleure, puis de représenter le mieux la population, dans le sens qu'on veut, à laquelle on veut répondre. Fait que ça peut être un conseil d'administration d'un organisme, mais ça peut être à plus haut niveau, par exemple, au niveau politique. Bien, il faut quand même, par exemple, comme un conseil des ministres, il faut qu'il soit représentatif des gens qui le représentent. Et c'est ce qu'on travaille fort à faire à la Ville de Montréal. En fait, depuis qu'on est en poste, on s'assure que les comités sont tous paritaires. C'est sûr qu'on a de l'aide parce que, heureusement, on a 51 femmes qui ont été élues sur 103. Donc, c'est la première fois qu'on a autant de femmes qui sont élues à la Ville de Montréal. Ça nous aide à faire que nos comités, nos commissions sont la plupart toutes paritaires. On a beaucoup de travail à faire, par contre, pour la diversité. Puis on le sait, on s'attelle là-dessus, là, en vue de l'élection qui s'en vient. Il va falloir avoir plus de candidats qui proviennent de la diversité pour, après, pouvoir avoir encore plus de richesse au niveau des échanges qui se font autour des différentes tables, des divers comités, là. Ça part de là, je pense. Oui, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Puis une des choses qu'il a fallu rendre à l'évidence, c'est qu'il a fallu se donner on appelle ça des cibles. Puis ça me rend triste. Ça me rend triste parce que je n'aurais jamais voulu, comme femme, qu'on donne des cibles puis avoir l'idée qu'on me choisit à cause que je suis une femme. Je pense que ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Ce qu'on apporte est tellement important. En termes de différence de vision, de partage d'idées autour d'une table, et ce, autant sur des conseils que dans des comités de direction à l'intérieur de différentes organisations, hein, parce qu'il y a des organisations qui ne sont pas des compagnies publiques, mais privées. Et je crois qu'on est rendu à une autre phase. Je crois que la phase où on est rendu, c'est d'en parler, puis d'être plus vocal, mais pas dans le sens vocal, je brasse la cage, dans le sens où il faut questionner nos collègues. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, dans mes collègues, il y a des bonnes intentions, mais il y a un manque de savoir comment. Il y a un manque de savoir comment s'y prendre. Exemple, j'affiche un poste. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de femmes qui appliquent parce que les femmes, on les fait comme ça. Il y a 10 compétences qu'on recherche. Il nous en manque 2, on n'applique pas. Tandis que les hommes, il en manque 8, puis ils appliquent. Hein? Donc, c'est une réalité et nos collègues qui sont dans ces positions-là de combler des postes, de combler des chaises, me disent souvent ça. Mais je pense que le rôle qu'on doit jouer aujourd'hui, c'est plus de questionner qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, autre que les moyens traditionnels qu'on connaît, hein, qui sont du mécanique. On affiche un poste, on attend que le monde applique. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus pour combler ces chaises-là? Et c'est là que moi, je me suis donné comme mandat dernièrement de vraiment questionner, challenger, aller au-delà de ce qui est évident dans ces moments-là. C'est excellent. Moi, je voudrais rebondir d'abord sur le point d'entrée de dire qu'accéder au conseil d'administration pour les nouveaux arrivants, les gens qui intègrent doucement le Québec, beaucoup conseillent de commencer par les organismes à but non lucratif pour aller faire un certain apprentissage, pour savoir un conseil d'administration, ça fonctionne comment, c'est quoi les requis, on est confortable par rapport à quelle expertise, parce que l'objectif aussi, c'est de ramener une valeur ajoutée autour de la table. Mais pour revenir à ton point, Angela, si je peux te tutoyer, ben oui. Souvent, les femmes sont victimes de elles-mêmes. Nous, si perfectionnistes, on veut être parfaite, puis livrer la marchandise à la totale, 100%. Et tout à fait vrai, Angela, on l'a vécu dans les grands cabinets, que ce soit d'expertise comptable ou des cabinets d'avocats. Il y a un moment donné dans la carrière de la femme où, à peine qu'on commence à faire un enfant, on dirait que ça devient l'obstacle, de faire une petite famille, ça devient l'obstacle à la progression de la femme. La femme, elle est vue, et c'est des biais inconscients de notre société, c'est que si elle a un enfant ou elle commence à avoir une famille, elle n'a pas le temps pour une progression de carrière puis prendre des projets. Un homme, on le verrait beaucoup plus que c'est quelqu'un de confiance, il est bienveillant, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. S'il s'occupe d'une famille, ça veut dire qu'il peut s'occuper de ses clients, il peut s'occuper de ses équipes. Alors, il y a ces biais inconscients, veut pas, et ça fait partie des questionnements, Angela, qu'on se pose. Comment que la femme, elle doit un peu se dissocier de ce perfectionnisme presque maladif, de dire que oui, à 50%, je suis capable
d'appliquer et guess what, avec ma capacité d'apprentissage, d'adaptabilité, de résilience, la multitasking qui est la femme par excellence, je suis capable de le prendre comme un défi. Il y a aussi l'élément où les femmes ne se marketent pas assez. Dorothée, tu parlais de branding, mais vraiment de branding, de créer cette réputation, c'est que les femmes ne parlent pas de leur succès. Et le running gag qu'on a dans les cabinets, c'est qu'une femme, elle va gagner un mandat de 500 000 dollars. Elle va le dire, mais discrètement. Un gars, il va gagner un mandat de 30 000 dollars, alors il va passer dans les couloirs, se péter les bretelles pour dire « j'ai gagné un mandat, super bien, ça avance mes affaires ». Et donc, il y a cette partie du marketing de soi. Il faut l'assumer que pas toutes les femmes sont confortables là-dedans. C'est un effet culturel aussi, probablement. Je ne peux pas me prédire que je connais bien la culture féminine québécoise, mais on a tendance autour de la table de se faire petite, de dire « OK, je laisse la place à l'autre ». Puis quand c'est des gars, on pense au hockey. Ils sont dans l'action, ils sont dans la prise d'initiative. Puis à coup qu'une femme, le matin, elle doit se faire un make-up. Dans les journées normales qu'on a accès à nos espaces de travail, le temps de préparation d'un gars pour aller au travail versus une femme pour aller au travail, il n'est pas du tout le même. Un gars, en 5 minutes, il prend sa douche, sa chemise, il suffit qu'il change de cravate, même sur la même chemise qu'il a portée hier, il devient brand new. La femme, c'est un peu plus compliqué. C'est les cheveux, c'est le make-up. Et donc, voilà, je pense qu'on est un peu responsable de notre situation, mais je dis bien que il y a certains hommes, l'homme, il a une certaine responsabilité là-dedans. Et moi, je trouve toujours désolant que dans certains programmes qu'on entend centre-ville pour faire du empowerment à la femme, on dit à la femme, il faut que tu améliores ta communication, il faut que tu sois bonne, il faut que tu te présentes mieux. Mais on oublie qu'il y a 5% des grandes postes, c'est la règle du 20-80, 20% des grands postes qui sont à Montréal, ils sont gérés par des gars. Les CEO de ce monde au Québec, là, c'est des gars. Alors, généralement, il y a une tendance à faire de la place à un autre gars. Et si une femme, il faudrait qu'elle soit un peu gars, un peu masculine et qu'elle ait de la femme juste probablement l'extérieur, mais qu'elle ait l'attitude, qu'elle ait le punch, qu'elle a le côté fonceur d'un homme. Et donc, on a du travail à faire, mais je dis que c'est un collectif et j'exclus pas du tout les hommes dans cet exercice-là. Je leur fais un peu de culpabilité de dire, vous êtes un peu responsables de ce qu'on est. Nous, on est responsables de là où on est, mais je pense que c'est un travail qui se fait ensemble. Et peut-être, si je peux me permettre d'avancer peut-être quelques éléments, comment je vois la présence des femmes dans les postes décisionnels aujourd'hui dans les conseils d'administration, je pense qu'on peut faire. Il y a d'avancement dans certains secteurs, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs qui sont encore traditionnellement masculins. Si je pense à Radio-Canada, par exemple, le secteur de la technologie, c'est encore beaucoup, beaucoup d'hommes, tandis que tout ce qui est administration, tout ce qui est côté télévision, ce sont toutes les directrices télévision, radio, tout ça, ce sont des femmes. Donc, on voit qu'il y a une percée par rapport à il y a 20-25 ans. Ceci étant dit, il y a certains secteurs aussi où on se rend compte que les femmes n'atteignent pas certains niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que s'il y a 4, 5, 6 niveaux intermédiaires, 4 directions VP, CEO, on bloque à quelque part. On bloque des fois à 3, 4 niveaux. Donc, plus on monte, ce sont des hommes, comme vient de le mentionner Mariama. Mais à tout ça, moi, ce que je déplore, puis je pense que ça va relier avec toutes les personnes qui sont sur la table, c'est que souvent, on a tendance à faire 2 compartiments entre les femmes et la diversité. Donc, on célèbre le fait que certains CA, certains postes décisionnels ont atteint une certaine parité, mais les femmes issues des communautés autochtones et des groupes sous-représentés, donc, sont absentes. Donc, pour moi, puis ce ne sont pas mes paroles, les mots que Mme Myrland-Pierre, donc, qui est à la Commission des droits de la personne, elle dit, c'est comme un combat qui est une victoire à demi remportée. Pourquoi? Parce que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas autant de femmes issues de groupes sous-représentés à ces niveaux-là, mais moi, je pense que cette représentativité des femmes n'est pas assez. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier la place des jeunes femmes également. Donc, on sait que souvent, on a l'impression qu'il faut avoir un certain âge pour avoir accès à certains CA, certes, parce qu'il y a des expertises qui sont reliées à ça. C'est relié aussi avec la réputation, avec l'expérience, avec les acquis. Mais il ne faut pas oublier que les jeunes femmes aussi, vous pouvez cibler certains CA qui sont alignés avec
vos acquis actuels, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit dans les arrondissements, comme je disais, que ce soit des organismes communautaires, humanitaires, même des organisations d'affaires, les jeunes chambres de commerce d'affaires. Donc, je pense que si on vise, par exemple, là, je prends les 2 personnes seniors qui sont ici, Mariama, les 3, Suzy et Angela, si on vise un certain âge, peut-être le siège d'Hydro-Québec, on sait que les sociétés d'État, il n'y a pas de représentativité issue des communautés sous-représentées, mais peut-être vous dire, ben, si je me donne un plan de 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que je dois faire pour me rendre là? Donc, ça, c'est une façon de faire aussi. Donc, en anglais, il y a une expression qui dit « plan your work and work your plan ». Donc, planifie ton travail et travaille ton plan. Donc, pour moi, c'est un élément. Donc, ce n'est pas un hasard lorsque des femmes se retrouvent à certains postes. Il y a un travail qui est fait, il y a du mentorat, mais il faut avoir une vision stratégique des choses. Et le but n'est pas de dire que tout ce que je le fais par intérêt personnel seulement. C'est-à-dire que vous le faites par passion, vous le faites pour la cause, si vous voulez redonner, vous le faites par expertise, mais vous planifiez un peu vos stratégies pour vous rendre à un objectif. Donc, je pense que ça, c'est peut-être ce qui manque aux femmes, c'est-à-dire que les hommes, ils sont à un poste, puis ils savent déjà, ils sont là, mais ils savent déjà qu'ils sont de passage. Dans 5-10 ans, ils savent qu'ils veulent être à tel autre endroit. Et ils vont travailler en fonction de cette stratégie-là qu'ils vont mettre en place. Ils vont s'entourer des bonnes personnes pour mettre cette stratégie en place, là, puis ils vont y aller des fois avec humilité, puis il y en a d'autres qui seront comme sans complaisance, qui sont à l'aise avec ça. Donc, je pense qu'il faut aussi assumer l'ambition que l'on a. Je pense que cette ambition-là, elle est saine, tant et aussi longtemps que ce n'est pas pour écraser les gens, que ce n'est pas pour ralentir d'autres personnes ou pour manquer d'intégrité. Je pense qu'on peut avoir de l'ambition, puis on doit avoir de l'ambition et surtout, on doit la partager. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans et à presque 6 ans, puis à tous les jours, elle dit « I can do anything ». Tu vas aller, là, elle veut voler. Un jour, elle m'a dit « elle veut voler ». Je ne sais pas comment elle va faire, mais tu sais quoi, moi, je dis « si un jour tu veux voler, mais peut-être que tu vas réussir », je ne lui dis pas qu'elle ne peut pas voler. Un jour, peut-être qu'elle se rendra compte qu'elle ne peut pas. Et peut-être que ma fille sera une savante qui inventera que les humains voleront. Donc, je pense qu'on oublie de rêver aussi. Donc, peut-être je finirai là-dessus. Je trouve que plus on vieillit, on tombe souvent dans le rationnel. Donc, on se limite à ce que l'on voit et on ne se projette pas vers l'avenir, vers quelque chose qui pourrait devenir. Donc, je pense qu'il y a ça aussi en tant que personne immigrante ou issue des communautés culturelles, où est-ce qu'on se limite à un carré de sable alors qu'on a tout l'univers, on a tout l'océan, on a vraiment tout devant nous pour percer. Merci. Alors, j'invite les participantes aussi à ouvrir leur caméra si ça leur dit. Soyez pas gênés. Alors, la prochaine question, comment certains services essentiels comme les banques peuvent-ils accompagner les femmes dès leur arrivée au Québec? Je vais prendre celle-là, mais j'invite mes collègues aussi. Écoutez, c'est certain que les banques ont un intérêt de vous aider. Ça, c'est certain. Maintenant, vous allez devoir faire vos devoirs puis vous assurer de choisir le bon partenaire. Hein. Assurez-vous que le partenaire est là, pas juste pendant la première année, mais qui va vous accompagner plusieurs années parce que d'apprendre le fonctionnement interne du système bancaire, là, ça peut prendre un peu de temps. Moi, ça fait 26 ans puis je suis encore en train de l'apprendre. Je ne veux pas vous décourager. Mais c'est important de choisir la bonne institution. Et l'autre chose qui est importante, c'est de s'assurer que vous soyez engagé à prendre des décisions en matière de planification financière en tant que femme tôt et que vous ne déléguez pas cette tâche-là si vous êtes marié ou si vous avez un conjointe. Ce qu'on remarque, ce que la recherche remarque, c'est que la génération des milléniaux délègue encore plus que la génération X les décisions en matière de planification financière et ça, c'est inquiétant. Ça m'inquiète. C'est pour ça que moi, j'ai entrepris une initiative qui s'appelle Oser s'investir, qui peut se retrouver sur BNC/Femmes avec un S. Si ça vous intéresse. C'est une série de conférences, mais il y en existe plein, là. Il y en existe beaucoup de conférences pour aller chercher de la littératie financière et de comprendre les impacts des décisions que vous prenez aujourd'hui, OK? Et comment ces décisions-là vont vous impacter à votre retraite. Bon, je sais qu'on est peut-être loin de votre retraite. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais il faut penser aujourd'hui
à créer ce qu'il faut créer. Et comme disait Dorothée, de planifier. Hein, on n'arrive pas par hasard à la retraite, puis on est prête à la retraite. Il faut commencer aujourd'hui à comprendre les différents produits, les différents mécanismes, la fiscalité, comment ça nous impacte, quels sont les subventions et les crédits d'impôt auxquels vous aurez droit, parce que je suis certaine que vous avez probablement beaucoup de choses qui sont créées, disponibles à vous. Mais pour ça, un bon accompagnement d'une bonne institution financière et surtout un bon ou une bonne conseillère qui va vous accompagner, va vraiment vous aider à créer de la valeur à ce niveau-là. On a aussi dans l'offre de services pour nouveaux immigrants, assurez-vous qu'il y a un accompagnement que vous pouvez avoir téléphonique. Hein. C'est le fun, les chats, mais des fois, c'est aussi le fun de parler à quelqu'un et de trouver cette personne-là que vous pourrez sûrement trouver là, sur les différents sites qui sont disponibles à vous. Je rebondirais sur ton commentaire. En fait, chez Femmes et Sœurs, hein, on accompagne les femmes dans des secteurs, dans tous les secteurs. Puis évidemment, ce que je constate quand on accompagne les clientes, parfois c'est la peur de poser les questions. Donc, c'est vraiment de s'entourer, comme Angela le disait, d'oser poser des questions parce que parfois, le langage financier peut avoir l'air complexe pour quelqu'un qui arrive dans un nouveau milieu, puis qui connaît, qui a l'intention, qui a le souhait d'apprendre, mais parfois qui ne sait pas comment s'y prendre ou comment s'outiller. Donc, il existe des organisations, il existe des aides qui sont disponibles, qui sont à votre disposition. Donc, vraiment, allez chercher de l'aide disponible, puis n'hésitez pas aussi à s'entourer de mentors dans le cas d'un projet d'une entrepreneur qui souhaite démarrer, c'est quelque chose que souvent, on va peut-être laisser de côté parce qu'on va moins prioriser cet aspect-là, mais c'est tellement important. Est-ce que quelqu'un d'autre veut continuer là-dessus, Dorothée? J'ai de la misère avec mon micro. Je ne vais peut-être pas parler spécifiquement pour des banques, mais vu qu'on parle de certains services essentiels, je pense que pour moi, ce qui peut être important aussi, c'est qu'il y ait des développements de partenariats de proximité avec les organismes, justement, qui œuvrent, qui travaillent étroitement avec les femmes immigrantes, justement, donc dès leur arrivée. Je pense que, justement, ce type de partenariat, c'est porteur. Puis aussi, il y a question aussi de toutes les activités qui sont organisées. Donc, je pense que d'un autre côté, on dit qu'est-ce que les associations peuvent faire pour les femmes, mais les femmes aussi, qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes? Puis c'est de ne pas avoir peur de frapper à des portes. Des fois, il y a certaines banques, je sais que dans le passé, il y avait certains endroits où est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient spécifiquement dédiées à répondre à vos questions, etc. Donc, je pense que ça aussi, il faut frapper aux portes, il faut aller chercher ces ressources-là. Puis si vous-même, vous ne les avez pas, il y a des organismes comme l'Hirondelle ou d'autres organisations là, qui accompagnent les nouvelles personnes arrivées au Québec, au Canada, pour pouvoir les aider à comprendre justement les éléments de ces services essentiels-là. Puis peut-être pour conclure sur ce point-là, ce serait de dire que peut-être qu'il y a plus de publicité qui pourrait être faite, plus de promotion. On sait que le nerf de la guerre, c'est qu'une fois qu'on entend quelque chose à peu près 7 fois en marketing, c'est comme ça qu'on le retient. Donc, peut-être que les services essentiels pourraient davantage faire la promotion des services qui sont destinés aux personnes nouvellement arrivées, justement pour que ça tombe dans leurs oreilles, sachant que si je pense à mes parents qui sont arrivés il y a plus de 40 ans au Québec, ça se passe au sein de la communauté. Une personne ou des personnes dans les communautés sont au courant d'éléments clés ou d'éléments X, d'éléments précis pour une certaine intégration. Donc, ils vont partager cette information-là à d'autres. Donc, je pense aussi que cette promotion-là devrait se faire et démocratiser la promotion. Est-ce qu'on la fait juste à travers les grands médias? Est-ce qu'on peut la faire à travers les journaux communautaires, à travers les médias communautaires, etc.? Donc, pour moi, c'est de revoir aussi la façon de faire le marketing pour aller plus proche des personnes qui ont besoin de recevoir cette information. Alors, je rebondis là-dessus. De quelle façon la Ville de Montréal ou plus largement le Québec joue-t-elle un rôle dans l'accompagnement justement de ces femmes? Bon, je me sens un petit peu visée, alors je vais parler pour la Ville de Montréal. En fait, dans l'accueil des femmes
d'abord, on a le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants, là, le BINAM, qui a été créé il y a quelques années, puis qui travaille fort justement à s'assurer que tout nouvelles arrivants qui arrivent en ville connaissent mieux la façon que la ville fonctionne, mais soient capables aussi d'aller chercher les ressources dont elles ont besoin. Bon, c'est pas tout le monde non plus. On sait, quand on arrive au pays, on n'a pas tout de suite notre citoyenneté. Donc, il y a parfois un lien de confiance à aller établir je pense, qui est primordial là, dans n'importe quelle sphère là, dont on parle. C'est qu'il faut aller établir un lien de confiance aussi aux nouvelles personnes qui arrivent au pays ou en ville, parce que je pense qu'à la base, tu sais, je ne suis pas immigrante, vous l'avez sûrement remarqué, mais je me mets à la place de quelqu'un qui arrive d'un pays qui est en guerre ou justement, qui a de la corruption au niveau d'une dictature ou quoi que ce soit au niveau politique. Quand il arrive ici, je pense que le plus important, c'est de dire OK, je peux avoir confiance dans le système. Et ça, je pense que c'est le gros morceau à la base de toute notre discussion aujourd'hui, là. Tu sais, si les gens arrivent ici et qu'ils n'ont pas confiance puis qu'ils ne savent pas trop, tu sais, c'est quand même difficile là, d'après de vouloir s'impliquer si tu n'as pas confiance au système. On part avec ça. Il y a le BINAM. Maintenant, après ça, ben, c'est sûr qu'à la Ville de Montréal, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place là, pour que justement les femmes prennent plus leur place. Par exemple, au niveau politique, Dorothy était avant au Conseil des Montréalaises, elle était présidente. Il y a 3 conseils, en fait, où il y a les femmes qui peuvent s'impliquer, mais il y a aussi le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse, où on invite les citoyens à venir participer à ces 3 conseils-là, qui servent, en fait, ces 3 conseils-là donnent des avis aux élus, ils font des rapports avec des avis écrits, puis assez souvent, les élus en tiennent compte dans des décisions qu'ils ont à rendre ou des choses qu'ils souhaitent mettre en place. Bien là, ils vont chercher de l'information là-dedans. Parfois, même, ça amène de très belles initiatives qui peuvent être mises en place. Il y a aussi le CITL, c'est un programme qu'on a mis en place, ça fait 3 ou 4 ans. Et Dorothy était avec moi aussi là-dessus. Moi, j'y ai participé en 2017. C'est des simulations du conseil municipal pour mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est adressé évidemment juste aux femmes et on s'assure juste qu'il y ait beaucoup de femmes qui viennent de la diversité parce qu'on veut être plus représentatif là, au conseil municipal. Fait que c'est vraiment hyper important. Et donc, le CITL fait partie de ça. Il y a à peu près une cohorte d'une 60 de femmes à chaque année qui participent. Cette année, c'était, je vous dirais, un peu plus difficile là, en virtuel, mais quand même, il y a une 40 de femmes qui ont pu y participer. Et ben, grosso modo, là, vite comme ça, je partirai avec ça. Je vais laisser la parole à mes collègues. Alors, j'aimerais un peu préciser que lorsque les gens arrivent au tout début à leur aventure d'installation au Québec, ce qui les préoccupe beaucoup, c'est d'avoir accès à un travail, à un logement, de pouvoir placer les enfants, s'ils en ont des enfants, dans une école qu'on va dire potable, parce qu'il faut dire que l'immigration au Canada, à part la partie réfugiés ou les réfugiés politiques, c'est quand même une immigration assez sélective. Donc, les gens, ils viennent avec des diplômes, avec une certaine expérience du travail. Et généralement, dans un âge où ils sont en mi-carrière, probablement qu'ils ont déjà eu un appartement par le passé en propriété, une première voiture, des premiers voyages. Donc, je pense que le défi, le premier, c'est vraiment avoir accès rapidement au marché de travail. Ça passe des fois par les certifications professionnelles et je mets mon chapeau de l'Office des professionnels du Québec, quoique je ne suis pas leur porte-parole. Je siège à l'Office comme protectrice du public. Mais l'idée là-dedans, c'est de voir dans les ordres professionnels lesquels ils sont compatibles avec soit notre profession avec laquelle on est venu, et donc de voir l'équivalence des diplômes, ça nous ramène où, et d'avoir un plan très, moi je dirais très propre, très ciblé, de dire quel ordre professionnel je pourrais intégrer et de part, ça permet une certaine
structure de réseau, mais aussi de cibler son projet de vie. Il m'est arrivé qu'il y a des gens qui viennent, et c'est le défi un peu de l'équivalence des diplômes, qui vient avec un certain background, une certaine qualification professionnelle, et que c'est difficile d'intégrer les ordres professionnels. Donc, on travaille depuis plusieurs années au Québec aussi à avoir une éthique de travail, une certaine cohérence dans le traitement des diplômes et l'accès aux métiers qui sont réglementés au Québec. Je pense que ça devient un incontournable. Il y a aussi l'encouragement à l'entrepreneuriat. Le défi encore, je trouve que les gens, ils ont beaucoup d'informations upfront au début. Puis là-dedans, c'est lesquelles qui sont pertinentes pour notre projet de vie. Et il faut avoir un projet de vie. Alors, moi, les gens qui viennent juste pour émigrer puis dire, OK, on arrive et on s'installe, j'ai de la misère avec ça. Il faut avoir un projet précis. Au pire, un projet, ça va. Si ça ne marche pas, vous aurez eu une première histoire de succès dans le sens où vous aurez des leçons à tirer de ça. Mais quand c'est structuré, généralement, on atterrit, si ce n'est pas on atterrit à la cible, on atterrit pas mal proche. Donc, pour moi, l'intégration au marché de l'emploi. Et là, mon appel, moi, je mettrai ma casquette un peu d'émigrante aux ordres professionnels. Je ne fais pas de compromis sur la qualité de l'expertise, mais sur le processus d'accompagnement. Souvent, les immigrés, ce qu'ils vont dire, je ne veux pas faire le collège des médecins parce que ça va me coûter 35 000 $ pour y aller. Alors, est-ce que ici, les institutions financières, Angela, ne peuvent pas structurer une offre justement pour aller accompagner les immigrés qui sont intéressés par des certifications professionnelles à les accompagner financièrement pour ce beau projet? Et je lance aussi aux universités, et là j'ai créé une bourse il y a quelques années qui porte mon nom pour aider les femmes immigrantes à accéder à des systèmes professionnels. Et concrètement, ça a de l'impact parce que ces jeunes-là, ils viennent, et lorsqu'ils ne trouvent pas de travail, ils vont à l'université. Ce qui arrive, c'est qu'il y a l'accès aux prêts et bourses. Et ça finit jamais. On fait la première certification, on sort au marché du travail, on ne trouve pas, on revient, on fait une deuxième certification. Ça nous fait des gens, si je parle de la communauté maghrébine, il y a 2 ans à peu près, on avait un taux de 17% de chômage pour des gens qui sont surqualifiés, surdiplômés, et que la difficulté après est de leur faire accepter des emplois d'entrée est très compliquée. Il y a la partie orgueil, il y a la partie où un gestionnaire d'ici qui voit un CV costaud comme ça, il a de la misère à donner le vrai salaire qui va avec ça, le vrai poste qui va avec ça. Donc, il y a cette composante que je pense il faut reconnaître que qu'il y a du travail à faire là-dedans, mais que moi, ce que je dis aux immigrants, c'est d'être patient. Un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est que j'avais un ami, j'ai su qu'il arrivait au Québec et il avait fait des études en notariat au Maroc et il a fait une formation en France. Alors, les premières personnes qu'il a rencontrées en sortant de l'aéroport, c'était des gens qui lui ont dit, et on va se dire les vraies affaires, bien-être social, tu travailles dans le noir et tu te fais de quoi te bâtir une maison au pays. Là, moi, j'ai une PhD en chimie, la dame, et j'ai un potentiel d'un notaire. Alors, j'ai dit, guys, ça ne marche pas comme ça. Vous allez galérer 3 ans parce que c'est un projet. Il y a toujours un sacrifice à faire. Et le monsieur Mohamed, il a échoué l'examen du barreau 3 fois. Il a fini par devenir avocat. Aujourd'hui, il a une maison. Il a un deuxième enfant. Il est capable de s'occuper de sa famille et il a un poste où il se sent valorisé, il appartient à un ordre professionnel. Et donc, je pense aussi qu'il faut parler des histoires de succès, beaucoup, beaucoup plus que les embûches et que les gens que ça ne marche pas. Donc, s'entourer des gens positifs, je pense qu'il y a de la démarche, comme disait Dorothée, de communication et de véhiculer des exemples de succès. Alors, s'il n'y a personne d'autre, je passe à la prochaine question. Comment aider les organisations de femmes et pour les femmes à obtenir plus de poids dans le paysage économique et en politique? Et à quel point les réseaux de femmes peuvent-ils être importants? En fait, je me lance. En fait, je pense que le travail en vaut le coup. Hein. On a vu l'évolution depuis les dernières années. Depuis quelques années, on valorise de plus en plus la diversité, l'entrepreneuriat dans les différents secteurs qui sont parfois non traditionnels.
Puis, évidemment, c'est de valoriser ces secteurs-là, puis l'accompagnement aux femmes pour qu'elles aient accès à ces secteurs-là, c'est non négligeable pour notre société, autant d'une perspective éthique que d'une perspective économique. Maintenant, au niveau des mesures de soutien pour les femmes entrepreneurs, je crois qu'elles ont fait leur preuve, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il faut les encourager. Vraiment, pour ma part, de ma perspective, on voit les bienfaits vraiment de l'accompagnement soutenu pour les femmes entrepreneurs. Par exemple, chez Femmes et Sœurs, les entreprises qui sont financées puis qui ont accès à nos services d'accompagnement, on démontre un taux de succès de survie après 5 ans de 80%. Donc, quand même, c'est vraiment notable comparé au secteur qui est généralement autour de 65% au Québec. Donc, je pense qu'il faut encourager puis maintenir les efforts en ce sens-là. C'est notable, c'est important. Bonifier toujours l'accompagnement, mais aussi rester à l'affût pour bien répondre aux besoins des femmes, parce que je pense que d'adapter les services constamment, c'est la clé aussi pour en arriver à une meilleure inclusion. J'aimerais rebondir. Justement, quand j'étais présidente au Conseil des Montréalaises, donc rapidement, le Conseil des Montréalaises, ce que c'est une instance paramunicipale, un comité aviseur, donc consultatif, qui donne des recommandations à la Ville de Montréal en matière de conditions féminines et d'égalité. Puis c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé pendant presque 3 ans là, avec Suzy Miron, qui était à l'époque conseillère associée à la condition féminine. Et nous, on a publié un mémoire ou un avis plutôt l'année passée, donc en 2020, qui portait justement sur l'égalité. Puis pour nous, comment ça se passe? Un des éléments clés que l'on voyait, c'est la lutte contre les discriminations qui sont faites à l'égard des femmes, donc la discrimination de genre, et bien sûr à l'égard des femmes issues de la diversité ou des femmes autochtones. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre société, entre autres, elle est portée par les femmes qui travaillent dans le communautaire. Le communautaire tient notre système, tient notre société. On l'a vu pendant la pandémie. Or, ce qui se passe, c'est que leurs expertises ne sont souvent pas reconnues. Donc, nous, ce qu'on disait, entre autres, c'est qu'il faut reconnaître ces expertises-là et payer ces gens-là à leur juste valeur. Par exemple, on va faire des panels, ou pas des panels, on va faire des tables rondes, des événements où est-ce que des élus, où est-ce que des personnes en politique vont interpeller ces gens-là pour obtenir leurs opinions et elles ne vont pas nécessairement recevoir le même respect, la même posture que si on invitait des hommes ou des femmes qui sont dans le monde des affaires pur et dur. Donc, pour moi, ça passe par là aussi. Donc, quand on parle de femmes, on a des femmes dans tous les spectres de la société, que ce soit une femme qui soit VP, CEO, mais que ce soit également des femmes qui sont dans le communautaire parce que ces expertises-là sont transversales et elles sont capables justement de faire beaucoup avec peu parce qu'on sait qu'elles n'ont pas nécessairement énormément d'enveloppes budgétaires qui ne sont souvent pas nécessairement récurrents, ce sont souvent des budgets par projet. Autre chose que je vois pour l'accompagnement de ces femmes-là, c'est puis là, je travaille dans les médias, c'est l'importance de cette visibilité médiatique. On le sait, lorsque quelque chose, on sait à quel point il y a un grand impact des médias par rapport à comment notre société perçoit certains enjeux, à comment il y a des sous ou de l'argent, des enveloppes qui vont tomber littéralement dans les poches de certaines organisations parce qu'elles ont davantage de visibilité. Donc, moi, ce que j'invite certaines organisations privées à faire, c'est peut-être d'offrir du mentorat, d'offrir des heures de coaching ou des heures de service gratuitement à des organisations communautaires, par exemple, pour les aider à structurer des stratégies en matière de présentation dans les médias, justement pour pouvoir mieux s'organiser, parce que quand on parle du renforcement des capacités des organisations, c'est là où le bas blesse souvent. Donc, on n'a pas les mêmes codes culturels, quand je parle de codes culturels, ce n'est pas culturel ethnique, mais c'est codes culturels d'affaires pour pouvoir mener un peu prendre un peu sa place dans cet écosystème d'affaires. Donc, pour moi, ce serait un deuxième élément. Et peut-être un dernier élément que je pourrais apporter quand on parle de la politique, c'est que davantage de femmes qui sont élues, un peu comme faisait référence Suzy Miron tout à l'heure par rapport à CTL Montréal, fassent du mentorat, du coaching, partagent leurs acquis, leur expérience avec d'autres femmes pour qu'elles puissent aspirer également
à devenir peut-être un jour impliqués en politique. Et je pense que ça commence dans les écoles. Il ne faut pas attendre qu'on a justement, parce qu'on sait que souvent les femmes, on prend des décisions plus tard, après avoir des enfants ou après avoir, si vous avez immigré, vous avez peut-être immigré à un certain âge. Donc, souvent, vous arrivez à 35, 40 ans, 45 ans, vous êtes plus éligible à certains programmes qui sont destinés aux gens de 35 ans et moins. Donc, je pense aussi qu'il y a une manière de favoriser des programmes qui ciblent les femmes peut-être à un âge plus élevé, mais également d'avoir des femmes qui vont mentorer d'autres qui aspirent à ces postes-là, mais qui n'ont pas nécessairement les réseaux. Donc, c'est 3 éléments clés que je voulais aborder, mais pour moi, ça passe énormément par la reconnaissance de l'expertise des femmes, par cette visibilité, puis par ce réseautage et ce mentorat pour permettre aux gens d'accéder à des sphères auxquelles elles n'ont pas accès. Moi, je crois aussi qu'il est important d'être inclusif. Hein. Il ne faut pas qu'on fasse les erreurs dans des organismes ou des associations de femmes à vouloir être uniquement 100% femmes. Hein. On vient de le dire tantôt, Mariama l'a dit, 80-20, des personnes qui font les embauches dans des chaises vont être des hommes. Et je pense particulièrement à la FFQ, qui est un modèle d'affaires qui me parle beaucoup parce que dans leur gouvernance, ils ont ajouté des hommes au comité, au conseil et même à leur événement principal annuel, leur gala, on y retrouve beaucoup d'hommes qui ont hâte de venir à cet événement-là annuellement. Moi-même, j'ai changé mon approche. J'achète toujours une table et j'avais toujours l'habitude d'inviter des femmes pour les récompenser. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ma table est moitié homme, moitié femme. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'inclusivité, ça va des deux sens. Et il ne faut pas se laisser tomber dans ce piège-là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes collègues qui se sentent, pas obligés, mais qui se sentent comme redevant de m'envoyer des articles, surtout aujourd'hui en la Journée internationale de la femme, sur la Journée internationale de la femme. Et souvent, je les remercie en leur demandant de l'envoyer à un homme, juste pour me satisfaire et avec un clin d'œil. Donc, je pense qu'il faut faire un choix à un moment donné d'appartenir à des organismes qui sont inclusifs. Parce que si notre temps est limité, ça aussi, ça va jouer sur votre habilité d'aller vous faire connaître et vous voir par les bonnes personnes. Puis moi, j'aimerais ajouter à ce qu'Angela et Dorothée ont annoncé, Suzy, c'est qu'il faut que les femmes tirent avec elles d'autres femmes. Souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on atterrit dans certaines chaises, on oublie ce côté femme, tellement on est pris dans les grosses décisions et dans le défi de la tâche et du poste. Et on oublie qu'il faut préparer la relève et que pourquoi pas que cette relève soit d'autres femmes qu'on voit qui ont le potentiel, qui ont le talent, qui ont la capacité. Je discutais tout à l'heure avec une personne sur des postes, des conseils d'administration, puis l'argument qui revient souvent, c'est que quand vous avez 40 ans, vous êtes encore jeune pour un conseil d'administration. Mais je dis, mais c'est normal. C'est normal qu'on a besoin aujourd'hui de personnes, non seulement 20% que ça soit jeune, mais l'économie aujourd'hui, elle est nouvelle, elle est digitale. Le digital, les réglementations, on a une réglementation qui sort hier et il faut que tu sois expert le lendemain de cette réglementation. Donc, il y a une économie qui est en train de changer, mais il y a des acquis et des mentalités. Je rigolais la semaine passée avec un ancien président d'une grande institution institutionnelle au Québec. Et il me disait justement, nous, dans les conseils d'administration, ce qu'on aime, c'est jaser parce qu'on est rendu à la retraite. Fait que quand on voit des CV épatants comme le vôtre, en l'occurrence, c'était le mien, on voit que si vous êtes des gens d'action, que vous avez encore du travail à faire. Alors que nous, rendu où on est dans les conseils d'administration, on est des gens qui posent les actions, puis posent des questions, puis on aime parler beaucoup plus que travailler. Je trouvais ça drôle, mais j'ai dit, écoutez, l'économie est en train de changer, on a moins besoin de personnes qui parlent, on a besoin des gens qui mettent la table, mais c'est clair que la sagesse n'est plus gage d'âge. L'âge n'est plus un gage de sagesse. L'économie nouvelle, elle est dynamique, elle change de beaucoup. On a toujours besoin de sagesse, mais la dynamique jeune et la diversité, elle a aujourd'hui toute sa place et sa pertinence. Je voudrais juste peut-être ajouter, Kathleen, si tu me permets, parce que dans la question, il y avait « Est-ce qu'un réseau, c'est important? »
qu'on n'a pas tant touché, oui, c'est important. Puis j'ai envie de parler de Boys Club. Là. On sait que les hommes entre eux s'entraident beaucoup. Puis c'est peut-être un peu ce qui nous manque, en fait, de notre côté. Je pense que on gagnerait à avoir plus de... Puis Angela en a parlé de peut-être de se mixer en même temps, parce que c'est bien beau d'être exclusivement de la même gang, là, mais je pense qu'on gagnerait à y avoir une plus grande mixité, justement. Il y a un travail à faire là-dessus. Là. Je voulais juste répondre à la question. Oui, le réseau, c'est important pour changer le paradigme au niveau économique et politique. Maintenant, il faut vraiment se mettre là-dessus. Nous, je siège aussi à la commission femmes et gouvernance de l'UMQ. On n'était que des femmes quand je suis arrivée là. On parlait d'écriture épicène, on parlait de vraiment des choses typiques pour les femmes. Puis finalement, là, on a intégré, on a la parité, on a des alliés avec nous. Puis ça change quand même la dynamique, là. Mais je pense qu'il faut se bâtir des réseaux mixtes. Il faut voir de quelle façon on peut le faire. Mais je pense qu'on est rendu à ce stade-là. Là. Merci à toutes. Alors, on a le temps pour une dernière question rapidement, une question importante. Comment intégrer la lutte contre la violence envers les femmes à un projet de nature économique? Je vais peut-être y aller rapidement. C'est sûr que moi, je ne fais pas sur des projets de nature économique comme tel, mais avec l'expérience que j'ai vécue, je pense que la première des choses, c'est il y a deux éléments. C'est qu'il faut briser les tabous qui sont en lien avec la lutte contre la violence envers les femmes dans certains secteurs, certains cercles d'affaires. Parce que des fois, on va associer la violence envers les femmes. Puis là, on l'a vu, il y a 5 femmes qui ont été assassinées, selon ce que je disais dans les derniers mois. On va l'associer peut-être à certains cercles de femmes, à certaines conditions socio-économiques. Pourtant, ça se passe à tous les niveaux. On peut avoir des femmes qui sont haut placées dans la société, qui vivent malheureusement ces vices-là, puis on peut avoir des personnes qui sont mamans à la maison, qui vivent la même chose. Donc, quand on parle de projets de nature économique, et si je parle dans les sphères d'affaires, je pense qu'il y a peut-être matière à ce que les associations ou les comités internes, et même en ressources humaines, puissent aborder la question potentiellement du même type que le harcèlement ou la lutte contre le racisme et la discrimination. Et peut-être le deuxième point que je veux donner, c'est quand on parle de nature économique, on peut parler de l'autonomisation des femmes, donc peut-être au niveau des organismes qui accompagnent les femmes, que ce soit des femmes qui sont en situation de précarité ou des femmes qui sont justement comme à l'hirondelle, qui veulent intégrer le marché du travail ou se réorienter. Là aussi, je pense qu'il faut être en mesure de cimenter le tout pour dire à la femme, tu sais quoi, si tu as besoin d'aide, n'aie pas peur. Donc, peut-être que ce n'est pas nécessaire, je ne sais pas, Maude, votre poste, mais à Femmes et Sœurs, ce n'est peut-être pas Maude qui va recevoir vos appels, mais peut-être qu'au sein de Femmes et Sœurs, il pourrait avoir une référence vers des ressources, une promotion de ces ressources-là. Puis je reviens encore à ce que je disais, quand on connaît l'information, puis qu'elle est démocratisée, puis qu'il n'y a pas de tabou autour de cette information-là, c'est plus facile d'y avoir accès, c'est plus facile d'aller chercher cette aide-là. Donc, pour moi, je pense que toutes les organisations qui œuvrent avec les femmes devraient soit référer auprès des ressources, donc avoir ça à portée de la main, ou inscrire le tout au sein même de leur stratégie de ressources humaines ou même entité globale. Moi, ça m'interpelle énormément parce qu'on le voit, il y a trop de femmes qui souffrent en silence. Et quand une femme souffre en silence, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour d'elle qui souffrent, que ce soit elle toute seule, sa famille ou même des enfants qui sont victimes de tout cela. Et on sait que la pandémie a exacerbé toutes les violences qui sont faites à l'issue des femmes et des personnes en situation de précarité. Bien dit, Dorothée. Moi, ce que je voudrais ajouter à ce que tu viens de dire, c'est pour moi, la violence contre les femmes, c'est tolérance zéro. Puis ça part de nous. Ça ne part pas d'un organisme, ça ne part pas du gouvernement, ça part de nous. Et si on veut tolérance zéro, bien, il faut qu'on agisse en bon modèle, surtout si on a des enfants. Si on veut que nos filles ne subissent jamais de la violence, bien, il faut que nous-mêmes, on se positionne si on en subit. Alors, ça commence vraiment par nous, sinon ce qu'on fait, c'est créer un cercle vicieux.
ce que je peux vous dire, c'est même dans vos rêves les plus fous, si ça se passe, peu importe à quel niveau, puis tu as tout à fait raison, Dorothée, ça se passe à tous les niveaux, derrière chaque porte, peu importe ton T4 ou le revenu que tu fais, là, ça se passe en quelque part. Et sachez que dans vos rêves les plus fous, là, que vous preniez le téléphone puis que vous appeliez n'importe quelle femme, là, je vous garantis qu'elle va vous aider. Moi, il y en a quelques-unes qui m'ont appelée. Je n'ai pas su où aller, mais j'ai su me débrouiller dans un moment où je n'étais pas aussi émotive puis aussi ébranlée que la personne que j'aidais. Alors, je vous dis, faites appel à quelqu'un, faites appel à un organisme, mais soyez le modèle que vous désirez être, autant pour vous, hein, en premier pour vous, que pour vos enfants. Aujourd'hui, je suis contente de voir beaucoup des annonces à la télé de notre gouvernement. Je pense qu'elles, excusez l'intention, mais c'est pas ce que je voulais dire, elles sont frappantes, elles sont vraiment frappantes. Elles en disent beaucoup. La violence contre les femmes existe dans toutes les cultures, même la nôtre. Même si on est démocratisé, puis même si on a tous les services possibles, ça existe. Hein? C'est souvent une maladie mentale qui fait qu'on pose ces gestes-là. Mais je vous le dis, mesdames, dans vos rêves les plus fous, quand vous pensez qu'il n'y a pas de sport, que c'est possible, si vous faites une dénonciation que vous n'allez pas avoir de moyens de payer votre prochain paiement d'hypothèque, je vous le dis, là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Écoutez, moi, j'aimerais réagir à ça par dire, en fait, ce qu'Angela et Dorothée ont dit est très juste. Il faut être l'exemple d'abord de ce qu'on veut combattre comme phénomène de société. Mais je dirais, ayant œuvré au niveau du CMQ il y a quelques années, comme président du Congrès maghrébin du Québec, ce qu'on remarque souvent dans les cas de violence, c'est que les gens ne savent pas un peu leurs nouveaux droits dans leur nouveau pays où ils s'installent. Il y a des gestes et des attitudes qu'on tolère dans certaines cultures, mais qui sont inadmissibles, inacceptables. Tolérance zéro, comme disait Angelina ici. Et souvent, lorsque les femmes sont prises au piège avec, Dorothée parlait de l'autonomisation financière, quand la femme dépend de l'homme, elle est prise dans ce piège-là et très difficile d'échapper à cette attrape-là. J'ai le plaisir de siéger au conseil d'administration Why des femmes. Et justement, la raison d'être du Why des femmes, justement, c'est aider les femmes en détresse, les femmes qui sont dans des conditions de précarité économique et sociale, et de pouvoir avoir recours à des ressources qu'il faut reconnaître qu'on en a aujourd'hui, encore beaucoup plus qu'il y avait il y a 10 ans, qu'il y en avait il y a 20 ans. Mais d'abord, il faut que ces femmes-là, ils soient, et les hommes, parce que aussi, c'est quand un homme ignore les droits de son épouse dans le nouveau pays qu'il a choisi de faire famille et de faire projet de vie, ça devient dangereux de créer des ghettos et des cercles fermés où il n'y a pas d'échappatoire. Et on en a vécu quelques drames dans ma communauté, en l'occurrence, il n'y a pas longtemps, 3-4 semaines, où justement c'est décalage entre ce que j'ai comme droit et ce qu'on me demande comme obligation, ce qui est toléré dans ma culture d'accueil ou la culture que... il faut être conscient qu'on a des sous-cultures. Il y a quelqu'un qui vit à la mentalité de Casablanca et de Rabat et de Haïti en plein Montréal, en plein Québec. Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation à ces nouveaux droits et ces nouvelles obligations, à la fois pour les femmes, pour qu'elles puissent en jouir de ces nouveaux droits, mais aussi les hommes pour qu'ils sachent un peu leur obligation et qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui n'est pas tolérable dans leur société d'accueil. Je voudrais juste, merci Mariama, je voudrais juste dire qu'à la base, là, il faut dénoncer la violence faite envers la femme, puis quelle qu'elle soit. Là. On parle de physique, psychologique, on parle de violence économique, de violence verbale, parce que en fait, il s'agit de contrôler l'autre personne. À la base, c'est ça. Ça finit parfois assez tragiquement, comme on l'a vu dans le dernier mois, où 5 femmes ont été tuées et assassinées. Puis, je serais tentée de dire, justement, il faut le nommer comme il faut. Jusqu'à l'année passée encore, là, puis j'entendais souvent, un drame familial, il est arrivé un conflit dans la famille, mais on nommait jamais que c'est un féminicide. C'est un assassinat, dans le fond, là, puis il faut le nommer. Puis je pense qu'on
on a tendance, en tout cas, on avait tendance à peut-être amoindrir, ça l'amoindrissait la chose, comme, il y a eu un drame familial, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le fait de ne pas le nommer, ça cachait un peu quelque chose. Fait que je pense qu'à la base, il faut faire ça. Après ça, il faut aller chercher de l'aide. Angela l'a dit, appelez n'importe quelle femme, c'est sûr qu'elle va vous aider. Il y a des centres pour femmes dans tous les quartiers. Puis, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Vraiment, parfois, on a tendance, et j'en suis un modèle dans le sens que ça m'a pris du temps avant de quitter, moi, personnellement, mais justement, il ne faut pas attendre trop longtemps, qu'il soit trop tard non plus. Parce que, justement, on ne veut pas que se répètent les drames là, qui s'est passé horribles dans les dernières semaines. Fait qu'il faut vraiment, puis je sais que ce n'est pas toujours simple et facile, là, mais il faut absolument sortir de l'engrenage, même si parfois on n'a pas d'argent pour ça. Je comprends qu'on ne peut pas avoir d'argent, mais il y a des maisons d'hébergement. On travaille fort, là, justement, hier, nous, on est allé faire une vigie, une petite manifestation à l'Hôtel de Ville pour justement réitérer qu'il y a de l'argent qui a été promis pour les groupes de femmes, les centres de femmes. Il faut que cet argent-là arrive. Présentement, elle est prise dans les dédales administratives de notre gouvernement, puis on trouve ça épouvantable. Tu sais, quand tu dis qu'il y a une promesse de 25 millions, puis après un an, il y en a 5 seulement qui ont été dépensés, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense surtout à l'habitation. Les femmes, si elles veulent partir de chez elles, il faut qu'il y ait une place pour aller rester. Puis si elles doivent déménager avec ses enfants, se refaire complètement une vie parce qu'elle doit quitter son emploi pour changer de quartier, on a besoin de logements adaptés pour elles. Et en tout cas, je pense que c'est le gros nerf de la guerre qu'on a de ce temps-là, là, c'est d'aller s'assurer que l'argent qui est promis soit dépensé pour les bonnes raisons. Je vais peut-être rajouter quelque chose rapidement, mais je ne sais pas si tu l'as mentionné, Suzy, parce que mon Zoom s'est déconnecté, fait que je ne voudrais pas répéter. Mais je pense qu'un des éléments importants à retenir, j'ai entendu tout ce que mes compagnons ont mentionné, je pense que la notion de la honte ne doit jamais être présente. C'est-à-dire que même si vous étiez resté, peu importe les raisons, il ne faut pas que vous culpabilisiez. Maintenant, là, je rejoins énormément en disant, allez chercher cette aide-là parce qu'on le sait, lorsqu'on tombe dans les cycles de la violence, il y a des effets psychologiques, il y a des effets détrimentaux sur la santé physique, la santé mentale. On reste captive de relations qui peuvent être toxiques. Justement, Angela parlait de ces publicités qui sont difficiles, mais qui sont poignantes parce qu'elles sont réelles. Donc, pour moi, c'est ça, je pense que c'est ça le message principal, c'est de se dire que au-delà d'être un modèle, c'est comment est-ce que vous vous assurez de sortir de cette place-là qui est au détriment de votre santé, de votre vie même et de celle de vos enfants. Puis là, je rejoins en effet Suzy par rapport aux moyens qui doivent être donnés à nos organisations pour davantage accompagner les femmes qui souffrent de violences conjugales, puis tout ce qui a été mentionné avant. Donc, je pense par contre, les femmes, on a souvent tendance à culpabiliser. Puis moi, je suis une maman. Donc, je sais que juste pour la semaine de relâche, j'aurais tellement voulu faire de choses avec ma fille, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, on se dit, OK, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Puis si je suis tombée dans un cercle infernal, mais quelle est l'aide que je peux aller chercher? D'aller la chercher sans honte, surtout. Je pense que c'est la honte qu'il faut absolument que les femmes dont les femmes doivent se débarrasser. Oui. Ben, si je peux finir sur une note positive, récemment, au Way des femmes, on a lancé une campagne majeure de à peu près 10 millions de dollars pour aller bâtir un nouveau édifice pour les femmes de Montréal. Un édifice un peu futuriste, mais qui englobe encore plus de ressources qu'on en a aujourd'hui. Et je suis fière de faire partie de ce conseil d'administration de Tonnerre. D'abord, Angela, pour votre information, la Banque nationale est présidente d'honneur de cette campagne en la personne de Laurent Ferreira. Monsieur Ferreira. Oui, et donc un projet très excitant et très valorisant qui est en train de redessiner un peu la place de la femme, même en cas de précarité, ça lui donne accès au centre-ville, à de nouvelles ressources et un futur meilleur qui ressemble un peu au futur de ses enfants, puis comment on voudrait que ces femmes-là puissent profiter et avoir une vie digne finalement de leurs aspirations, mais aussi de leur humanité.
Merci. Merci à toutes. C'était notre dernière question. À moins que Maud, tu veux rajouter un petit mot là-dessus? C'est la seule à pas avoir... ouais. Ben, écoutez, c'est sûr que moi, je suis plus dans l'écosystème entrepreneurial, donc je ne voulais pas nécessairement aborder. En fait, je suis tellement d'accord avec ce que tous les co-panélistes ont dit. C'était vraiment merveilleux. Puis c'est vraiment, ça le rejoignait tout ce que je pensais, en fait. Donc voilà. Ben, merci beaucoup. Pour terminer notre journée, on est déjà rendu là. J'ai des bonnes nouvelles. On a une remise de prix. En fait, 2 prix remis justement par Angela D'Angelo. Donc, je vous invite à rester, nos panélistes. Alors, il y en a une sur l'excellence en intégration sociale et excellence en intégration d'emploi. Donc, ça, c'est les 2 premières d'une valeur de 250 $, remise par Angela D'Angelo de la Banque nationale du Canada. Et il y a 5 participantes aussi. Donc, je vous invite à rester, quittez pas, qui vont être tirées au sort pour gagner un livre de l'édition Remue Ménage. Alors, je laisse la parole à Angela. Je cherche mon texte. Virginie, peux-tu me le retourner? Je ne le trouve pas. Est-ce que Virginie est là? Oui, je suis là. Je t'envoie ça tout de suite. Super, je ne sais pas, il est disparu. J'ai des problèmes techniques aujourd'hui. Mais c'est correct, on va se rappeler encore plus de ce moment. Je m'occupe de te l'envoyer tout de suite par courriel. Ah, je l'ai. Oui, c'est bon. Alors, j'ai le grand plaisir, excusez-moi, j'ai le grand plaisir de remettre ces 2 prix-là qui viennent d'être mentionnés. Donc, on est très fiers à la Banque de remettre ces prix-là aujourd'hui d'excellence pour récompenser et féliciter deux des femmes qui ont un parcours d'intégration assez exemplaire. Hein? L'Hirondelle ouvre ses portes chaque jour à ces femmes et grâce à leur persévérance et leur détermination, elles parviennent aussi à réussir à une intégration qui est rapide dans la société. Ces 2 femmes-là ont été sélectionnées par leurs conseillères, donc c'est toujours le fun de voir ça quand on est reconnu par nos conseillères avec qui on travaille pour souligner les efforts tout au long de l'année et du processus d'intégration. Alors, je suis très contente de remettre le prix d'excellence en intégration sociale à Mme Bedoïva Olena. Alors, Bedoïva, est-ce que tu pourrais ouvrir ta caméra? Est-ce qu'on pourrait te voir? Est-ce qu'elle est sur la ligne? Parce que si vous ouvrez la caméra, vous tombez en première page dans les premières loges et on vous voit toutes. Alors, elle est là, je le sais, je la vois dans la liste à droite. Par contre, Olena a subi une commotion. Et, ouais. Et à cause de cette commotion, je sais qu'elle a un peu de mal à s'exprimer. Donc, elle nous a rejoints sur le panel pour pouvoir assister à la remise de prix exprès, mais par contre, elle ne peut pas s'exprimer. D'accord. Alors, on est là avec toi et prends bien soin de cette commotion en espérant que cela va t'aider. Et bravo pour tous les efforts de ton intégration. Et maintenant, le prix d'excellence en intégration à l'emploi revient à Mme Mboufang Bernadette. Est-ce que vous êtes là? Oui, merci, oui. Je suis là. Je suis là. Félicitations. Bravo. Comment on se sent? Merci. Voulez-vous dire quelques mots? Très enchantée parce que je venais d'arriver au Canada il y a 3 mois et je suis une femme dynamique, je suis flexible, je suis travailleuse. Donc, avec Clara, on s'est mis sur pied et j'ai pu trouver un petit boulot, mais c'est provisoire. Elle est en train de faire des efforts pour moi. Je suis ravie aujourd'hui d'être d'être à l'honneur. Ma félicitation. Oui, je suis m'intégrer. Je suis très contente. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Et, merci et bonne fête à toutes les femmes. Oui, surtout, vous recevez 150 $ que j'espère va vous être très utile. Et j'ose dire que vous devriez peut-être avoir pris notre place aujourd'hui parce que c'est vous qui êtes inspirante à partir du moment où vous vous impliquez et que vous faites tous les bons gestes pour assurer votre intégration. Merci. Merci, Dr. Sonal. Bravo. Alors, j'ai menti. Les 5 femmes qui vont être tirées au sort, en fait, Virginie va prendre toutes les présences
Oui, je dis, je suis très contente. Merci infiniment. Je suis... Merci, Bernadette. On a terminé. Super. Alors, ce que je disais, c'est que Virginie va prendre toutes les présences qu'il y a aujourd'hui et elle va faire le tirage au sort demain. Donc, j'imagine que sur la page de l'Hirondelle ou de l'événement, oui, voilà, de l'Hirondelle, il va y avoir les 5 gagnantes. C'est ce qui conclut notre journée. Déjà, une journée tellement enrichissante. Je tiens à remercier chacune d'entre vous parce que c'est vrai que c'est vous qui nous inspirez en fait l'événement d'aujourd'hui. C'est vous les grandes inspirantes et je vous pousse absolument à utiliser tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Et faites-vous confiance. D'accord? C'est ce qui conclut la journée. Je vous remercie vraiment beaucoup et à bientôt. Merci. C'est tout le monde. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir.